Dans une petite ville du Texas, deux adolescentes tombent amoureuses l'une de l'autre. Leur vie commune devient une débauche permanente avec de la drogue financée par un photographe de porno amateur. Mais quand ils tombent amoureux de l'une d'elles, la jalousie devient meurtrière. S'ensuit alors une virée sur les talons des deux partenaires de cette fatale liaison. En mai 2005, 5 femmes errent en voiture sans destination précise sous le ciel du désert. Elles sont en cavale, conscientes que la police est à leur trousse. Salut les filles! Mais au bout de quelques jours, il n'en reste que 2, les autres ont été abandonnés en chemin. Jennifer Jones et Bobby Joe Smith étaient follement amoureuses et inséparables. Elles n'envisageaient pas la vie l'une sans l'autre. Comme les personnages d'un film, elles parlent de se suicider si la police les rattrape. Elle parlait tout le temps du film Thelma et Louise. Elle voulait qu'une foule de policiers les arrête pour créer la sensation. Elle voulait mourir comme ça. J'avais peur de ne plus revoir ma sœur. L'histoire de Jennifer Jones et de Bobby Joe Smith commence à 80 km à l'ouest de Fort Worth, à Mineral Wells, au Texas. Connue pour ses sources aux propriétés thérapeutiques et pour son ancienne base d'entraînement pour les pilotes d'hélicoptères de la guerre du Vietnam. À 18 ans, Jennifer Jones est jeune et influençable. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie. Tout cela change quand elle voit pour la première fois la nouvelle amie de sa sœur Audrey, qui est lesbienne. Comment ça va? Bien. Je dois parler à papa, je reviens. D'accord. Bobby Joe, voici ma sœur Jennifer. Jennifer, Bobby Joe. Salut. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Bobby Joe Smith était une charmeuse notoire. Elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait. T'es déjà sortie avec une fille? Non. Elle sortait avec la sœur de Jennifer Jones. Et dès qu'elle a vu Jennifer, ça a été le coup de foudre. Elle voulait cette femme et elle savait qu'elle l'aurait. Cette attirance magique a été instantanée. C'est comme si elle pouvait lire dans leurs pensées sans parler. Contente de t'avoir vue. Moi aussi. Le lendemain, dans le dos de sa compagne, Bobby Joe donne rendez-vous à Jennifer, confiante qu'elle peut la convaincre de lâcher les hommes et de devenir sa maîtresse. Bobby Joe n'était pas timide. Quand elle voyait une chose qu'elle voulait, elle l'obtenait. Jennifer Jones avait eu de nombreuses aventures, mais uniquement avec des hommes. Elle n'avait jamais été embrassée de cette façon. Et ça a été le coup de foudre. Audrey doit accepter que Bobby Joe soit désormais amoureuse de sa jeune sœur, un amour scellé par un baiser. Elle était accro. Jusque-là, les hommes ne s'intéressaient à elle que pour le sexe. Mais Bobby Joe était tellement amoureuse d'elle, c'est ce qu'elle voulait. Bobby Joe rattrape le temps perdu, car jusque-là, elle n'a pas été l'objet de beaucoup d'amour.
Bobby Joe a été abandonnée par ses parents. Elle a été élevée par ses grands-parents. Elle était extravertie et avait beaucoup d'amis. À l'école, elle est dingue des garçons, mais son comportement lui coûte cher. En classe de seconde, elle devient une jeune maman. Elle a épousé le père de son fils, mais ça n'a pas duré longtemps. Par le biais de la famille de son ex-mari, Bobby Joe se fait un nouvel ami, Bob Dow. Ils aiment le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Laisse-moi te filmer. Me filmer? S'il te plaît. Juste pour s'amuser? Bobby Joe et Bob Dow avaient élaboré une danse, pour ainsi dire. Ils profitaient l'un de l'autre et jouaient l'un avec l'autre. Bob Dow offrait aussi à Bobby Joe un hébergement, de la drogue et tout ce qui l'intéressait. En échange, elle recrute avec plaisir de jolies jeunes filles pour jouer dans les films porno amateurs de Bob. Et dès qu'il en a l'occasion, il aime les rejoindre sous les draps. Mais la relation entre Bobby Joe et Jennifer est différente. Elle ne veut pas la partager. C'est ma nouvelle amie, Jen. Une démarche que Bob Dow a du mal à accepter. Tu veux jouer dans un film? Viens là. Assieds-toi, allez. Elle croyait que ces pages avaient servi à un mauvais sort vaudou. Dehors, elles ont regroupé tous les objets que Darcy avait touchés et elles y ont mis le feu. En psychiatrie, nous utilisons l'expression « folie à deux » quand deux personnes partagent les mêmes visions délirantes ou désillusions. La privation de sommeil causée par la prise de drogues stimulantes a vraisemblablement contribué à leur théorie selon laquelle Darcy leur avait jeté un sort. Mais qu'est-ce qui se passe, les filles? Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, mais c'est quoi ça? Laissez ça! La folie de Jennifer inquiète de plus en plus sa famille. Ma sœur est devenue accro à la drogue à cause d'elle. Elle ne voulait plus voir la famille. Elle préférait faire la fête et être avec Bobby Joe. Je lui ai dit plus d'une fois de la quitter. Avec ma mère, on est allé la voir plusieurs fois pour qu'elle rentre à la maison. Mais Bobby Joe avait une sorte de contrôle sur elle. Quand elle n'est pas totalement ivre ou défoncée, Jennifer aide désormais Bobby Joe à recruter d'autres jeunes femmes pour les films de Bob Dow, filmés et montrés uniquement pour son propre plaisir sexuel.
Ton nom? Tiffany. Tiffany, ça va? Bien, et toi? T'es nerveuse? Ça va aller. Je l'ai fait des centaines de fois. Parfait. Parfait. Tu te débrouilles bien. Allez, un petit sourire. Salut, Bob. Quand Bob a besoin d'un coup de main pour Bobby Joe est là pour l'aider. Jennifer est dégoûtée par ce qui se passe. Malgré le défilé de filles, il n'y en a qu'une que Bob Dow désire plus que tout. Le fruit défendu s'appelle Jennifer Jones. Il était obsédé par elle. Elle le fascinait. Il ne cessait de penser à elle. Il a insisté auprès de Bobby Joe. « Allez, laisse-moi coucher avec elle, juste une fois. » Mais Bobby Joe l'a prévenu. « Ne t'approche pas d'elle. On s'aime. Elle est à moi. » Un après-midi, elles sont arrêtées pour avoir volé une montre dans un magasin de Fort Worth. Le magasin a contacté la police. Jennifer et Bobby Joe ont été arrêtés et transférés en cellule. Le lendemain, elles ont appelé Doe pour qu'il paie leur caution. Il est venu les chercher et les a ramenés à Mineral Wells. En rentrant, Bob Dow se plaint des sommes d'argent que lui coûtent les filles en alcool, drogue et nourriture. Je t'ai dit que t'auras ton argent, Bob. Et maintenant, en caution. Seul avec Jen, il tente sa chance. Je ne sais pas comment vous allez me rembourser. Arrête. Me touche pas. Non, 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 me touche pas. Je t'ai dit de pas me toucher. Ce serait facile. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Jen était furieuse. Elle s'est ruée dans la maison, a trouvé Bobby Joe et lui a raconté exactement ce que Doe lui avait dit. Tu l'as touché? T'as touché à ma copine? Enlève tes pattes de ma copine. Bobby Joe était livide. Elle n'en pouvait plus. Ne dis rien, on veut être seuls. Les jeunes femmes sont folles de rage. Il essaie de nous séparer. C'est vrai. Jen et Bobby Joe en ont assez et décident de quitter Dow pour de bon. Ça faisait presque 6 ans que Bobby Joe était avec Doe. Elle savait très bien qu'il ne laisserait jamais Jen tranquille. Leur discussion les conduit à se venger et elles élaborent un plan pour tuer Bob Dow en utilisant son arme. Il essaie de nous séparer. Le couple de lesbiennes Bobby Joe Smith et Jennifer Jones en a assez des avances permanentes de Bob Dow envers Jen. Elles ont donc décidé que Doe devait mourir. Mais Jennifer voulait tirer elle-même sur la détente. C'était sa propre initiative. Elle voulait se faire valoir auprès de sa partenaire. Dès son enfance, Jennifer Jones a eu des crises de violence. Jennifer a toujours eu un mauvais caractère. On est tous comme ça à cause de ma mère, je suppose. Jennifer a souvent voulu frapper mon autre sœur avec une batte de baseball. Puis tout à coup, elle s'arrêtait. Par moments, elle était incontrôlable. À 10 ans, Jennifer est envoyée vivre avec une tante et un oncle très fortunés. Elle a fréquenté de bonnes écoles. Le couple prenait son rôle au sérieux. Sa vie était structurée. Tous les enfants ont besoin d'être cadrés. Et pendant des années, elle a bien réagi. Elle avait de bonnes notes. C'était une gosse très solide. Mais son côté sombre a ressurgi. Elle l'a laissé prendre le dessus. Elle commence à se droguer et aime choquer ses amis en maltraitant son corps. S'infliger de la douleur devient un jeu. Regarde ça. Je pense qu'elle voulait attirer l'attention des autres. Elle voulait se sentir spéciale ou exceptionnelle. Qu'est-ce que tu fais? Que penses-tu de ça? T'es folle. Se brûler, ou dans d'autres cas, se couper, donne à ces personnes une sensation forte dans une vie surtout marquée par l'absence de sentiments.
Sa tante et son oncle font de leur mieux pour supporter ses attitudes destructrices. Mais ils finissent par baisser les bras. Sa tante l'a jetée dehors parce qu'elle avait recommencé à se droguer. Jen s'installe chez son père, qui déménage d'un appartement sordide à l'autre. Ils ont mené une vie de vagabond, sans aucun équilibre. Et puis, elle a rencontré Bobby Joe. En la personne de Bobby Joe Smith, elle trouve une âme sœur, presque aussi torturée qu'elle sur le plan affectif. Elles étaient toutes les deux issues de structures familiales chaotiques, désorganisées et désintégrées. Elles ont donc trouvé leur propre sentiment de sécurité dans cette nouvelle relation. Elles le ressentaient certainement au plus profond d'elles-mêmes, et cela les rapprochait. Mais Bob Dow menace leur relation. Les filles doivent élaborer un plan pour l'éliminer. Bob, on doit parler. De quoi? Bobby Joe détourne d'abord l'attention de son ancien ami, et désormais ennemi. Permettant ainsi à sa compagne d'entrer. Et de soigneusement cacher l'arme de Dow. Ah, je Je fais un saut au vois. magasin pour en chercher. C'est ça. Prends-en une pour moi aussi. T'as raison. Jennifer Jones l'attire dans un piège utilisant sa beauté comme appât. Je te dois un service pour l'argent. Viens. C'est pas grave, c'est pas la peine. Allez, c'est bon. La réaction de Doe est surprenante. Non, 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 j'y ai repensé, c'est pas bien. Bobby Joe a tout à fait raison. Vous êtes amoureuse. Je suis désolé. Allez, je sais que t'as envie de moi. C'est vrai. Les plus puissantes armes de Jennifer sont sa beauté et sa séduction. Mais elle savait aussi réagir à toute situation. Jen insiste. Non, non, on doit le faire. Je te dois bien ça et je veux te rembourser. Viens, on y va. Bob Dow ne tarde pas à décider qu'il ne peut pas refuser une telle offre. Hey Bob, Oui? viens par ici. Bob Dow est émoustillé. Pourtant, Jennifer Jones est sur le point de s'assurer qu'il ne vivra plus jamais une telle passion. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle savait aussi comment le piéger et obtenir ce qu'elle voulait. Quand il a découvert cette créature de 18 ans nue dans son lit, Doe, âgé de 49 ans, bien enrobé et chauve, a dû se dire « Je suis mort et arrivé au paradis ». Bob Dow est perdu dans son extase, tandis que Jen prend l'arme qu'elle avait discrètement glissée entre les draps. Tourne-toi pour que je me mette sur toi. D'accord. Jen exprime un souhait particulier. Tu veux essayer un truc coquin? Oh oui. Je peux te mettre une tête d'oreiller sur la tête et prétendre que t'es quelqu'un Fais d'autre. ce que tu veux. T'es prêt, Bob? Ouais. Tourne-toi pour que je me mette sur toi. D'accord. Bob Dow se noie dans le plaisir avec la fille de ses rêves. Viens ici, bébé. Tu veux essayer un truc coquin? Oh oui. Il ignore que Jennifer Jones le prépare à jouir d'un plaisir totalement différent. En couvrant la tête de M. Doe, elle se protégeait contre sa propre lâcheté et évitait ainsi de regarder sa victime en face. Bobby Joe Smith revient avec les cigarettes. Son absence était prévue pour laisser Jen, sa partenaire, seule avec la victime qui ne soupçonnait rien. T'es prêt, Bob? Oh oui.
Bobby Joe est entré dans la pièce, Jen était là et de la fumée s'échappait littéralement encore de l'arme qu'elle tenait à la main. T'es vraiment sexy avec cette arme. Il n'était pas mort. Mais les balles suivantes l'ont achevé. Partons d'ici. Voyons ce qu'on peut lui prendre. Jennifer et Bobby Joe ne nous ont donné aucune raison de penser que l'une d'elles avait ressenti, à un moment ou à un autre, des regrets, de la culpabilité ou des remords suite à ce qu'elles avaient fait. Bob Doe n'avait que $120. Elles les ont pris. Elles ont aussi emporté une arme et la réserve d'herbe de Bob Doe. Elles volent le camion de Doe et se rendent à l'appartement du père de Jennifer. À l'intérieur, elles tombent sur Cathy, son ex-femme, qui lui rendait visite. Sur Audrey, la sœur de Jen, et le nouvel amour de sa vie, la jeune Crystal. Chérie, salut chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Les meurtrières jouent la comédie et versent des larmes. Jen a dû tuer Bob. Quoi? C'est une blague, pas vrai? Non. On ne la croyait pas. Ça a été un choc. Bobby Joe continuait à dire « Bob est mort, on a tué Bob ». Jennifer tremblait comme une feuille. Je lui dis « Jennifer, c'est pas vrai ». Elle a répondu « Si, il est mort ». Il a essayé de me violer, maman. Quoi? Oui. Il faut appeler la police, tu m'entends? Appelle la police pour raconter ce qui s'est passé. Non, il faut les appeler immédiatement. Ils ne vont pas nous croire, il faut partir tout de suite. Bobby Joe a insisté pour ne pas appeler la police. Elle voulait s'enfuir. Il faut partir. Il faut appeler la police immédiatement. La mère de Jennifer a trouvé que s'enfuir n'était pas une bonne idée. Maman, viens avec moi, s'il te plaît. Et elle a décidé que si sa fille s'enfuyait, elle allait l'accompagner parce qu'elle devait la protéger. Tout s'est passé si vite, il fallait prendre une décision. Je lui ai dit qu'elle ne partirait pas sans moi, que j'allais l'accompagner. Les 5 femmes décident de quitter la ville avec le camion de Bob Doe et elles sèment des indices en chemin. Bobby Joe a essayé de retirer les balles du barillet. Après avoir réussi, elle a simplement tout jeté par la fenêtre. Elles ne font qu'un bref arrêt avant de disparaître. Elles rendent visite à la grand-mère de Bobby Joe. Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? J'ai fait un truc moche. Bobby Joe lui fait un aveu étonnant. On doit partir pour un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué Bob. Attends, t'as dit que c'était toi. On a regardé Jennifer parce qu'elle avait dit que c'était elle qui l'avait tué. Mais elle n'a pas dit grand-chose, elle n'a pas répondu. La mère de Jen et sa sœur sont perplexes. Jen leur avait dit qu'elle avait tué Bob. Et maintenant, c'est Bobby Joe qui explique à sa grand-mère que c'est elle qui lui avait tiré dessus. Dorothée, j'ai été contente de te voir. Allez les filles, on doit partir. Allez, sortez, sortez. Quoi? Attendez. Désolée. Bobby Joe, Jennifer et leur entourage partent vers le coucher du soleil, destination inconnue. J'ai regardé Jennifer et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a pris de tuer quelqu'un? Pourquoi ?» Elle m'a répondu qu'elle avait toujours voulu connaître la sensation de tuer quelqu'un. Je lui ai demandé quel effet ça faisait. Elle m'a répondu « C'était chouette ». Elle n'a pas montré la moindre émotion, elle était impassible. En quelques heures, la nouvelle du meurtre se répand. La grand-mère de Bobby Joe a expliqué à sa fille et à son gendre ce qui était arrivé à Bob Doe. Ils ont immédiatement appelé la police. Nous avons reçu l'appel d'un citoyen qui pensait qu'un meurtre avait été commis et que la coupable était Bobby Joe Smith. Nous sommes entrés et nous avons trouvé un homme blanc couché sur le lit, la tête recouverte d'une tête d'oreiller trempée de sang. Nous avons cherché un pouls, mais nous avons rapidement constaté que l'homme était mort. Le principal suspect des inspecteurs de police s'appelle Bobby Joe Smith. Nous avions une suspecte, mais nous ne savions pas où elle était.
C'était une sorte de voyage entre filles. Elles s'achetaient une caisse de bière, elles avaient aussi l'herbe qu'elles avaient volée chez Bob. Elles étaient tout simplement en cavale, buvant, se droguant et faisant la fête. Pour l'instant, ce voyage est une aventure. Elles ne savaient pas du tout ce qu'elles faisaient. Elles n'avaient pas de carte routière. Elles avaient tout simplement pris la route en se dirigeant vers l'ouest. Elles avaient parlé d'aller au Canada ou au Mexique. Elles partageaient une même caractéristique, elles n'avaient rien prévu à l'avance. Elles étaient toutes des rêveuses, mais certainement pas de bonnes organisatrices. Entre-temps, la grand-mère de Bobby Joe, choquée, n'hésite pas à contacter la police pour prévenir qu'un meurtre a été commis et que les suspects sont en cavale. Elle nous a dit que Bobby Joe lui avait raconté sans détour qu'elle avait tué Bob Dow, que Jennifer Jones avait confirmé cette histoire et qu'elle était sûrement en cavale avec Bobby Joe. Et il y avait d'autres personnes avec elle. Nous avions suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt pour meurtre. La police a obtenu un mandat, mais elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvaient Bobby Joe, Jen et les autres. Le lendemain matin, les filles reprennent la route et arrivent au Nouveau-Mexique. Mais un problème surgit. Le véhicule a eu un problème avec le radiateur, le moteur chauffait. Elles étaient obligées de s'arrêter au bord de la route toutes les 2 heures pour le laisser refroidir. Le véhicule en panne attire l'attention d'un agent de la police routière. Salut! La dernière chose au monde qu'elle voulait voir, c'était bien la police. T'es prêt, Bob? Oh oui. Les deux amoureuses, Jennifer Jones et Bobby Joe Smith, sont en cavale après avoir tué Bob Dow. La mère de Jen, Cathy, sa sœur Audrey et Crystal, la nouvelle petite amie de celle-ci, les accompagnent pour s'amuser. Les femmes essaient de rester calmes alors que le moteur de leur véhicule chauffe et qu'une voiture de patrouille s'approche. Comment ça va, mesdames? Bien. Les meurtrières sont à des centaines de kilomètres de chez elles, mais n'ont aucun moyen de savoir si elles sont recherchées. Tout va bien? Oui. On remplit juste le radiateur. D'accord, vous connaissez le numéro en cas de besoin. Oui. Bonne journée. Merci. Au revoir. Tout va bien. On contrôle. Bobby Joe et Jennifer se sentent sûres d'elles. Elles croient avoir commis le crime parfait. On fumait toutes de l'herbe et on buvait en faisant la fête dans la voiture. Mais il ne leur faut que peu de temps pour découvrir qu'une cavale coûte cher. Sans argent, la fête pourrait bientôt arriver à sa fin. Elles cherchent donc un objet à vendre. Il y a une seule chose en leur possession dont elles peuvent se séparer. C'est une autre arme, également volée chez Bob Doe après le meurtre. C'était pour tout dire la seule chose de valeur qu'il leur restait. Elles sont allées chez un prêteur sur gage au Nouveau-Mexique. En échange, elles ont obtenu 70 $. Il y a une autre raison pour laquelle Audrey est contente que l'arme disparaisse. Jennifer et Bobby Joe se demandent si leur cavale va se terminer comme le film Thelma et Louise. Elle voulait être entourée de policiers, faire sensation pour être aux infos. Cathy remarque aussi que sa fille a changé. Je connaissais bien ma fille. Ce n'était plus Jennifer. Elle acceptait tout ce que Bobby Joe lui demandait de faire. Elle était toujours d'accord. La cavale des 5 femmes se poursuit dans l'extrême chaleur de l'Arizona. Mais le voyage perd rapidement de son attrait face à la réalité d'une vie sans argent. Crystal, la copine d'Audrey, est la première à regretter les conforts domestiques. Crystal, la petite amie de la sœur de Jennifer, a appelé sa mère au Texas. Celle-ci lui a donné un excellent conseil, quitter le groupe et rentrer à la maison. Le groupe la dépose à Chandler, en Arizona. Salut les filles. Salut Crystal. Salut Crystal, je t'aime. Je t'aime. Il faut peu de temps à la police pour qu'elle l'apprenne.
Une fois de plus, c'est grâce à un membre de la famille. Nous avons reçu un appel confirmant que Crystal avait quitté le groupe. Sa mère était en route pour l'Arizona pour la chercher. C'était très important pour nous, car c'était la première fois qu'on apprenait où elle pouvait bien être. La police obtient son numéro de portable. Quand nous avons parlé à Crystal, elle était avec sa mère et rentrait au Texas. Vient venir nous voir pour faire une déposition. Elle a accepté. De retour sur la route, Jennifer et Bobby Joe ont une idée pour remédier à la monotonie des heures au volant. Elle voulait se marier. Je leur ai dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'il leur fallait un pasteur. Ma fille a dit que je pouvais le faire parce que j'étais une ancienne maîtresse de catéchisme. J'ai accepté, mais je savais que ce n'était pas pour de vrai. L'amour est patience, l'amour est gentillesse. Ce semblant de cérémonie n'aurait pas satisfait la plupart des jeunes mariés. Elle se déroule devant le motel. Elle a lu un verset des Corinthiens. T'as la bague? Allez, tu peux maintenant la lui mettre au doigt. Et en un instant, voilà que les deux lesbiennes étaient mariées. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. C'était une situation irréelle, mais ce n'était qu'une illusion. Jennifer et Bobby Joe n'a rien à voir avec l'amour ou le romantisme. En appelant l'ex-mari de Cathy, elles apprennent qu'elles sont recherchées par la police. On ne peut pas témoigner contre son conjoint quand on est marié. Pour consommer leur mariage, Jennifer et Bobby Joe retournent dans leur chambre, tandis que Cathy et Audrey partent chercher de quoi manger. Après avoir attendu plus d'1 heure, le couple s'impatiente et part à leur recherche. Qu'est-ce qu'elles font, maman et Audrey? Je connais pas ces types. Elles les ont aperçus. Elles étaient en train de discuter avec deux On hommes. dirait des flics. Tu crois? Je sais pas, à ton avis, de quoi ils parlent? Bobby Joe a commencé à s'inquiéter. Tu sais quoi? Elles se fichent de nous. Les gars là-bas, c'est des flics. Tu crois qu'elles vont nous dénoncer? Je sais pas, on devrait peut-être partir d'ici. Oui, il faut faire quelque chose. Jen et Bobby Joe ont décidé de s'enfuir sur le champ. Mais les filles se trompent. Il ne s'agit pas de policiers. Ce n'étaient pas des policiers. Je n'aurais jamais dénoncé Jennifer. J'essayais de tenir la police à l'écart. Avec maman, j'étais allée au relais des routiers. On voulait acheter à boire. On a discuté avec des routiers. Ce n'étaient pas des flics. Bonsoir. Salut les filles, on est revenus. Jen? Jennifer? Elles sont où? Leurs affaires ont disparu. À notre retour, le véhicule avait disparu. Elles avaient enlevé toutes nos affaires et les avaient déposées de l'autre côté de l'hôtel. Sans argent, ni moyen de transport, Cathy appelle son ex-mari. Chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part, je téléphonais au père de Jennifer pour lui dire que tout allait bien. Cathy et Audrey doivent désormais faire le long voyage dans l'autre sens. Elles en sont très inquiètes. Je me faisais beaucoup de soucis pour la sécurité de Jennifer. Je ne faisais pas du tout confiance à Bobby Joe. Je ne croyais pas ce qu'elle disait ou ce qu'elle avait fait. J'avais peur qu'elles s'entretuent. Ce sera long? D'accord, on t'attend. Merci, salut. Pour la police, c'est une nouvelle piste. Le père de Jennifer nous avait expliqué qu'il était en route pour Buckeye, en Arizona, où il allait récupérer les femmes. J'ai immédiatement appelé la police de Buckeye pour leur demander d'aller au motel et de parler aux filles. Elle l'a fait. Les filles? On cherche Bobby Joe Smith et Jennifer Jones. On ne vous arrête pas. Nous n'avions pas de mandat pour les arrêter. D'accord. Mais elles ont accepté d'aller au poste pour faire une déposition. Si vous pouviez signer ici au bas de la page. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Cathy Jones décide de parler et elle explique aux inspecteurs que sa fille, Jennifer, a reconnu avoir tué Bob Dow. Elle m'a dit « Maman, j'ai tué Bob ». Je lui ai répondu « Que veux-tu dire ?» Elle m'a dit qu'elle lui avait tiré dessus. Qui a dit ça? Ma fille, Jennifer. D'accord. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a répondu qu'il avait essayé de la violer. Je lui ai dit qu'elle avait eu raison de le tuer.
Elle n'arrêtait pas de rire. Bob est mort, Bob est mort. Je ne l'ai pas quitté des yeux et je lui ai demandé quel effet ça faisait de tuer quelqu'un. Elle a répondu, c'était chouette. Je crois qu'elle voulait se vanter devant Bobby Joe. Crystal accepte de conduire les inspecteurs près de Mineral Wells, à l'endroit où Bobby Joe a jeté l'arme du crime par la fenêtre de la voiture. Quand Crystal est arrivée en ville, elle nous a conduits à l'endroit où elle avait vu Bobby Joe Smith jeter l'arme par la fenêtre de la voiture. Nous avons fouillé les environs et trouvé une arme de calibre 25. Les inspecteurs savent aussi désormais que Cathy Jones a une bonne raison de vouloir protéger sa fille. Elle a connu la prison toute sa vie. Elle avait été accro à la drogue, avait commis des vols et s'était prostituée pour payer sa consommation. Elle a été derrière les barreaux pendant pratiquement toute l'enfance de Jen. En réalité, Jen a été élevée par son père et ses sœurs. Elle ne voyait que rarement sa mère. Et quand elle la voyait, c'était en prison. Je regardais la lune. Viens, on va la regarder. Pendant ce temps, les jeunes mariés savourent une nuit romantique sous les étoiles. Je vais appeler grand-mère. D'accord. La grand-mère, bien sûr, a demandé où elle était. Au lieu de mentir, Bobby Joe lui a dit la vérité. Oui, ça va bien. On est dans un endroit qui s'appelle Blight. Elle a ajouté qu'elles étaient derrière une salle de billard à Blight, en Californie. Sa grand-mère appelle une fois de plus l'inspecteur Botts pour l'en informer. J'ai expliqué à la police de Bliss que j'avais deux mandats pour deux femmes suspectées de meurtre et l'adresse d'une maison répondue qu'ils s'y rendaient immédiatement. Après avoir abandonné le reste du groupe, Jennifer Jones et Bobby Joe Smith passent la nuit derrière une salle de billard à Blight, en Californie. Regarde les étoiles. Elles sont si belles. Elles ignorent que la grand-mère de Bobby Joe a appelé la police pour lui dire que les deux femmes faisaient du camping. Elles font savoir qu'elles se prennent pour les personnages du film Thelma et Louise. Elles sont prêtes à mourir pour connaître la gloire. Montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. Passagers, ouvrez lentement la porte. Les deux femmes ont été arrêtées sans incident. Allons-y. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. 3 jours après avoir été abandonnées au relais des routiers, la mère et la sœur de Jennifer sont soulagées. J'étais à Mineral Wells quand un inspecteur m'a appelé. Il m'a dit qu'elles avaient été arrêtées en Californie. J'étais soulagée de savoir qu'on les avait enfin trouvées. On n'avait plus de nouvelles. C'était un soulagement de savoir que Jennifer allait bien. Les filles sont conduites à la prison du comté de Riverside, en Californie, à 90 km de là. Les inspecteurs de Mineral Wells, au Texas, arrivent avec les mandats d'arrêt pour le meurtre de Bob Dow. Bobby Joe Smith et Jennifer Jones semblent vouloir parler. Elles avaient peur. Elles étaient à la fois nerveuses et détendues. Parfois elles pleuraient. À d'autres moments, elles riaient. Et parfois, elles étaient très détendues dans leur fauteuil. Je pensais qu'elles ne comprenaient pas la gravité de la situation. Les mensonges commencent à pleuvoir. Qu'est-il arrivé cette nuit-là? Il voulait me violer. Quand nous avons commencé à l'interroger, elle nous a dit qu'elle avait tué Bob Dow parce qu'il voulait la violer. Elle a ajouté qu'elle est entrée dans la chambre pour prendre son sac. Bob Dow s'est approché par derrière et l'a attrapée en lui disant que si elle ne couchait pas avec lui, il allait la tuer. Et là, Bobby Joe est entré à son tour dans la chambre et a repoussé Bob Dow. Elle l'a jeté sur le lit, a attrapé une tête d'oreiller et l'a enfilé sur sa tête.
Et là, j'ai pris l'arme. Jennifer nous a raconté qu'elle avait tiré plusieurs fois sur Bob Dow, qu'elle avait contourné le lit et tiré encore plusieurs balles. C'est là que Bobby a retiré l'arme des mains de Jennifer. Il faut me croire. Sa compagne est également bavarde. Quand nous avons parlé à Bobby Joe, elle a été très coopérative et elle ne croyait pas avoir fait quelque chose de mal. Qu'est-il arrivé cette nuit-là? Je suis entrée dans la chambre et j'ai vu Bob sur Jennifer. Elle appelait au secours. L'histoire de Bobby Joe contenait plus de détails sur la dispute dans la chambre. Éloigne-toi d'elle. Elle a frappé Bob Dow. Qu'est-ce que tu Bob fais? Dow l'a également frappé. Hé Bob. Elle avait attrapé l'oreiller et frappé Bob Dow sur la tête. À ce moment-là, elle a entendu un coup de feu. Leurs histoires ne sont pas convaincantes et ne tiennent pas la route face aux preuves. Bob était couché sur le dos sur son lit avec une tête d'oreiller sur la tête. C'était un salaud. Aucune des filles ne pense que la mort de Dow est grave. Je devais le tuer. C'était de la légitime défense. Elles nous ont toutes les deux raconté que le meurtre avait été commis en légitime défense. Elles devaient sûrement se dire que par conséquent, elles seraient ramenées chez elles et éviteraient toute inculpation. Les deux femmes décident d'accepter l'extradition et rentrent au Texas. Les inspecteurs les confrontent aux incohérences de leur déposition. Avec les indices qu'on avait et les histoires qu'elles nous avaient racontées, nous savions qu'elles nous mentaient. Nous avons voulu les faire passer au détecteur de mensonges. Avant le test, Jennifer Jones craque. Le détecteur était branché et là, elle a éclaté en sanglots. Elle nous a alors avoué qu'elle avait menti Il faut me croire. et qu'elle voulait nous dire la vérité. La vérité, c'est que le meurtre de Bob Dow n'a pas été irréfléchi. Jennifer nous a raconté qu'avec Bobby Joe, elle avait prémédité le meurtre de Bob Dow. Elle l'avait séduit, entraîné dans la chambre et l'avait abattu de sang-froid. Bobby Joe se met aussi à table et reconnaît que le meurtre de Bob Dow était prémédité. Elles sont accusées de meurtre au premier degré. Bob Dow n'était pas vraiment un pilier de notre communauté. Il a eu des rapports sexuels avec des filles mineures. Il se droguait, il donnait de l'alcool à des adolescents. Prendre une vie humaine, peu importe les circonstances autour de la victime, reste un crime qui doit être puni. Les détails sordides et pervers de ce qui s'était passé chez Bob Dow surprennent la petite ville de Mineral Wells. Les seules personnes qui étaient au courant étaient celles qui avaient participé à ces événements. Elles étaient très discrètes. Même les voisins ignoraient ce qui se passait. J'ai vécu dans cette ville depuis mon enfance. Ce genre d'horreur ne s'était encore jamais produit. C'était un choc. Bob Dow a été enterré dans l'intimité par son ex-femme. Il n'avait pas beaucoup d'amis à part les jeunes filles, et Jennifer et Bobby Joe. Son ex-femme et son fils ont récupéré le corps et ont organisé des funérailles très privées. Peu de personnes y ont assisté. John, t'es là? Dans leur cellule, elles attendent chacune leur procès. Elles maintiennent leur relation amoureuse en se parlant à travers les conduits d'aération. Plusieurs surveillants les avaient entendus se parler tard la nuit. Elles étaient toutes les deux certaines d'être acquittées de ce crime et de pouvoir vivre ensemble pour toujours. J'ai peur du procès. T'inquiète pas. Bobby Joe répétait à Jennifer qu'il ne se passerait rien parce qu'elle n'avait pas de casier et que Bob méritait de mourir. Jennifer plaide coupable pour le meurtre de Bob Dow. Elle est condamnée à 48 ans de prison. Je crois que tout ça ne serait jamais arrivé si Jen n'avait pas rencontré Bobby Joe, parce que ma sœur n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle ne m'a jamais dit qu'elle sentit que c'était le cas. Elle a dit qu'elle aurait préféré que ça ne soit jamais arrivé et regrettait d'avoir rencontré Bobby Joe. Je ne pensais pas qu'elle l'avait fait. J'ai entendu qu'elle avait tiré sur cet homme, mais pas les coups qui l'ont tué. Je refuse de croire qu'elle a fait ça.
Après sa condamnation, Jen et Bobby Joe se trouvaient dans le même bâtiment. Elles ont donc pu communiquer par les conduits d'aération. Bobby Joe, t'es là? Bobby Joe était si en colère qu'elle lui a dit « Tu sais, je vais sortir d'ici parce que je n'ai rien fait. Tu sais quoi? Je vais prendre ma vie en main. J'ai rencontré quelqu'un. Quoi? Je n'ai plus besoin de toi. Je ne t'aime plus. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Bobby Joe! Je t'attendrai pas. Mais je t'aime. Bobby Joe! Jennifer a probablement été très étonnée par cette trahison. Mais ça n'a surpris aucun de ceux qui connaissaient le caractère de ces deux individus. En janvier 2006, Bobby Joe Smith affronte la justice et la réalité. Dans ce cas précis, il était évident que Bobby Joe avait été l'instigatrice et qu'elle avait grandement aidé, assisté et encouragé Jennifer à commettre ce meurtre. Selon la loi au Texas, elle était tout aussi coupable de meurtre que si elle avait elle-même tiré sur la détente. Le jury est d'accord. Bobby Joe Smith est condamné à 50 ans de prison. Jennifer avait un vide dans sa vie. Personne ne l'aimait. Elle en avait besoin pour s'épanouir. En revanche, Bobby Joe avait un besoin absolu de contrôler les autres et d'être la dominatrice. Et quand elles se sont rencontrées, c'était une relation en symbiose parfaite. Elles n'auraient jamais pu agir seules. Mais ensemble, elles formaient une catastrophe parfaite. Jennifer et Bobby Joe ont été attirés l'une vers l'autre par leur besoin d'exaltation, d'enfreindre les règles et de ne pas être freinées par les chaînes d'une relation normale. Elles ont trouvé, l'une dans l'autre, ce renoncement aux règles et ces pulsions sexuelles qui les ont menées à une cruelle et fatale liaison.